Second invité, Benoît Delay, bonsoir, bonjour, chercheur qualifié FNRS en ingénierie biomédicale, UC Louvain. Alors, première question, le déclic pour cette recherche dans la robotique, est-ce un désir d'enfant ou le pur hasard? Ce n'est pas un désir d'enfant, c'est vraiment un peu un hasard. Oui. On va dire que c'était la suite de mon mémoire en ingénieur, où j'avais touché un peu au biomédical, et donc j'ai cherché à faire une thèse, parce que j'étais vraiment passionné par mon mémoire. Et là, je suis tombé chez mes promoteurs de thèse, qui étaient Philippe Lefebvre et Jean-Louis Tonnard, qui m'ont proposé une thèse en partenariat avec l'ESA, qui m'offrait la possibilité de faire des vols paraboliques. Et là, j'ai sauté en l'air et je me suis dit, oh ben, c'est une belle... Donc, votre sujet de thèse pour des vols paraboliques, c'est-à-dire des avions, brusquement, on est en apesanteur? Voilà, de manière simple, l'avion chute, et pendant qu'il chute, on est en apesanteur dedans. Ça n'avait rien à voir avec ce que moi, concrètement, j'ai fait pendant ma thèse, mais c'était dans un contexte plus global d'un projet. Tous les chemins mènent à la recherche. Voilà, exactement. Alors, bon, quand même, vous êtes un chercheur particulier. Vous avez fait votre postdoc à Chicago, dans des labos de neurosciences assez extraordinaires. On voulait vous garder, et vous êtes revenu en Belgique. Pourquoi? Eh ben, je suis revenu en Belgique pour des raisons familiales et personnelles. Ma famille me manquait, mes amis me manquaient, donc je voulais vraiment rentrer en Belgique. Et surtout, je pense, parce qu'on a des ressources et une capacité de faire de la recherche en Belgique qui sont excellentes. Voilà. On se sous-estime? Je ne pense pas. Je pense qu'on sait en Belgique qu'on a vraiment un bon climat pour faire de la recherche. Mais je pense qu'on nous sous-estime aux États-Unis. Alors, bon, Benoît, vous êtes chercheur qualifié depuis 1 an. Alors, les organes, les prothèses bioniques, la science-fiction s'en est emparée. Dans la réalité, où en est-on aujourd'hui? Alors, on essaye de créer des prothèses qui remplacent la main. Alors, on a créé des prothèses qui remplaçaient l'oreille. On parle d'implant cochléaire. Moi, je travaille dans un domaine pour remplacer la main. Et on sait déjà faire pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on sait déjà, rien que par la pensée, animer le mouvement d'une prothèse. Et on sait aussi, grâce à des capteurs qui sont dans la prothèse, régénérer une sensation en stimulant le nerf du patient. Et quel type de sensation? Alors, pour le moment, les sensations sont, on va dire, très basiques. C'est des sensations électriques, on va dire, de chatouillement, ou un peu comme quand on a la main qui dort, dans la paresthésie, on appelle ça. Et on sait en moduler l'intensité, donc on sait ressentir ça plus fort ou moins fort, et on sait être très précis au niveau de la localisation de cette sensation-là. Simplement en... stimulant le nerf. En stimulant le nerf, et le nerf est stimulé par des électrodes sur le nerf, et cette information remonte au cerveau, et le cerveau interprète cette information-là, et génère une sensation. Donc finalement, votre recherche fondamentale, si je comprends bien, c'est de comprendre le langage des nerfs. Voilà, donc maintenant qu'on sait générer une sensation, on veut améliorer la qualité de cette sensation-là, on veut la rendre naturelle, et pour ce faire, on a besoin de comprendre comment le nerf parle, comment les capteurs qui sont dans la peau encodent une information tactile et retransmettent cette information. On a plein de capteurs. On en a des milliers, on a des milliers. Alors comment vous faites pour les choisir, Vous ne pouvez pas faire les 1000 en même temps. Alors oui, c'est ça qui est vraiment le challenge, c'est que quand on met une interface avec le nerf, une interface électrique, on met des contacts électriques avec le nerf, on stimule au hasard plusieurs dizaines, plusieurs centaines de fibres, et c'est vraiment au hasard qu'on va, en stimulant, demander au patient où est-ce que vous ressentez la sensation, quel genre de sensation vous ressentez, et c'est comme ça qu'on va déterminer... Alors, vous avez besoin de volontaires, vous faites pas ça d'ailleurs sur des souris ou des rats, mais carrément sur des volontaires. Une centaine de volontaires. Alors, on parle ici d'expérience en labo, donc j'ai eu l'occasion, quand j'étais à Chicago, de travailler avec des personnes qui étaient amputées. Moi, dans mon labo ici en Belgique, je travaille avec des patients sains et je travaille avec des personnes qui sont volontaires et qui viennent et qui subissent, d'une certaine manière, des stimulations tactiles simples, typiques de la manipulation d'objets. Et pendant qu'on leur stimule le doigt mécaniquement, on enregistre en même temps les réponses des neurones dans le nerf. Et vous leur demandez de faire des choses en particulier, par exemple, je ne sais pas moi, mettre le doigt sur le nez, qu'est-ce que vous sentez quand vous touchez une pierre ou... Non. Je leur demande surtout de rester très, très, très passif et de ne pas bouger, parce que quand on fait cette manipulation enregistrée dans le nerf, en fait, la manipulation est très fine, et donc le patient doit... non, pas le patient, le sujet doit vraiment être... le plus passif possible, et on applique passivement une stimulation nous-mêmes avec des robots.
Alors, vous récoltez, j'imagine, une myriade de données. Alors, comment vous faites le tri? Bonjour l'intelligence artificielle, déjà? Non, c'est fait à la main, c'est fait et ça prend du temps, mais on trie chacune de ces données. Bon, il y a tout un travail de processing de données brutes pour obtenir les potentiels d'action, etc. Oui. Et puis il y a tout un travail d'interprétation des données qui sont faits à l'heure actuelle de manière totalement manuelle, on va dire. Quand, à votre avis, à un moment donné, donc quelqu'un d'amputé qui aura une main bionique pourra-t-il d'ailleurs voir que c'est du fer qu'il touche, c'est du tissu, c'est de la peau? Est-ce que c'est possible ou là on est encore dans la science-fiction? Non, on s'en rapproche vraiment et je pense que dans une dizaine ou une vingtaine d'années, on aura vraiment des capacités. Alors il y a encore des limites au niveau de l'interface, il y a des limites au niveau de la compréhension. On est vraiment en train d'améliorer ça et on peut déjà faire moduler l'intensité. On sait déjà retourner la température à des personnes amputées. Donc on a déjà différentes modalités qu'on sait créer par un retour en interfaçant le nerf. Oui, mais le fer, la différence, parce que si je touche cette table, je la vois. Est-ce que ça va avoir une influence sur mon toucher ou pas? Par exemple, quand on veut boutonner sa chemise, on n'utilise pas la vision, on utilise son sens du toucher et on sait sans problème boutonner sa chemise. Et donc c'est vraiment pour ce genre de tâches que le toucher est essentiel. En travaillant sur le sujet, vous êtes finalement fasciné par la complexité et la beauté du tactile. Oui, la beauté du tactile et la beauté finalement du cerveau. Hein. Je suis vraiment entré dans un domaine qui s'appelle les neurosciences, qui consiste à comprendre comment le cerveau fonctionne de manière générale. Alors moi, j'applique ça au sens du toucher, mais il y a des gens qui travaillent sur la vision, il y a des gens qui travaillent sur l'audition, il y a des gens qui travaillent sur la mobilité, le contrôle moteur. Mais c'est vraiment fascinant parce que c'est essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne. Et on est évidemment encore très loin de comprendre toutes les complexité du cerveau. Oui, et finalement, vous pensez que le cerveau pourra faire encore des choses beaucoup plus formidables dans les années qui viennent ou pas? On ne l'utilise pas à fond? Ça, je crois que c'est un peu de la science-fiction de penser qu'on ne l'utilise pas à fond. Je pense qu'on a un cerveau qui est là et on s'en sert au maximum. Alors bon, là vous êtes seul dans votre labo, si je vais dire, j'ai vu votre petit bureau. Est-ce que cette recherche de la main bionique se fait avec les chercheurs du monde entier ou bien c'est un peu chacun pour soi? Alors, premièrement, je ne suis pas tout seul dans mon labo et dans mon bureau. J'ai une équipe avec des chercheurs autour de moi, j'ai des collègues avec qui je travaille très activement. Mais non, la recherche en neurosciences, et je crois que dans tous les domaines, mais en particulier dans les neurosciences, de par le fait qu'on a besoin de techniques particulières, c'est vraiment une recherche qui se fait de manière internationale et par des collaborations. J'ai des collaborations en Belgique à la KU Leuven, j'ai des collaborations en Irlande, en Angleterre, en Suède... et encore évidemment aux États-Unis. Donc oui. C'est pour ça que ça va avancer peut-être plus vite. Ben, j'espère que par les échanges de bonnes connaissances et de techniques, que ça accélère Et vous avez aussi des contacts avec d'autres chercheurs, mais qui travaillent sur la jambe, sur le pied? Oui, tout à fait. Notamment à Stockholm, des chercheurs qui travaillent sur un pied bionique. Ouais. Oui. Donc finalement, une trouvaille dans un domaine bénéficie à l'autre ou pas? Oui, certainement. Oui. Et je pense que la recherche aujourd'hui, de par l'open source, de par les échanges de données, avance de plus en plus vite grâce à la capacité des gens de partager leurs données et d'avoir des échanges beaucoup plus riches. Et bon, aussi maintenant, on sait faire un appel de l'autre côté de la planète en quelques instants. Et donc, je ne vais pas dire quotidiennement, mais de manière hebdomadaire, j'ai des appels avec l'autre côté de l'Atlantique, et donc ça fait avancer aussi la recherche. Quel a été le moment, pour vous, le plus marquant ou le plus émouvant de votre chemin de chercheur? Alors, je dirais que les premiers enregistrements que j'ai faits, où j'ai été moi-même le propre sujet de mon expérience, on va dire, et où j'ai pu entendre, parce que quand on enregistre le nerf, on enregistre des potentiels d'action et on amplifie ce signal-là et on le passe directement dans un haut-parleur. Donc on peut entendre le langage de son nerf en direct. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable, d'entendre les potentiels d'action qui passent à travers mon nerf dans les haut-parleurs dans la salle d'expérience. Donc vous êtes parfois votre propre cobaye. J'avais été mon propre cobaye cette fois-là, oui, parce que c'était la toute première fois que j'ai réalisé cette expérience-là, et je voulais savoir ce que vivaient les sujets pendant cette expérience-là, avant de leur faire subir l'expérience. Dans 30 ans, vous vous voyez comment?
J'espère que je serai toujours dans ma recherche. Oui. Si je me passionne toujours autant par ce que je fais, je ne vois pas comment ça pourrait être différent. Et j'espère surtout que j'aurai donné la passion pour ça à de nombreux chercheurs qui seront passés par mon labo. Benoît Delay, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve sur tous les sites des titres d'IPM, La Libre, l'ADH et l'Avenir.